Bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus à la Fondation Pernod Ricard pour ce nouveau rendez-vous donc, que je suis particulièrement heureux d'inaugurer avec Julien Bécourt et Marie Lauzier. Donc ce nouveau rendez-vous s'intitule Input et il correspond à une volonté que l'on avait de rendre hommage en fait à ce lien qui existe entre les arts plastiques et les arts sonores. Et donc on a confié à Julien le soin de préparer un nouveau programme donc pour aborder toutes ces questions avec les artistes qu'il aura envie de recevoir et d'accueillir. Et on est particulièrement honoré que ce soit avec Marie Lauzier dont l'œuvre est désormais déjà culte, de pouvoir commencer ce programme. Voilà, alors comme on a des bonnes habitudes ici qu'on ne perdra jamais, après ce programme, vous serez invité à prendre un verre de Ricard ou autre, et aussi à assister au vernissage de l'avancée, donc d'un programme que l'on mène avec les Beaux-Arts de Paris. Donc vous découvrirez la peinture de Juliette Barthes. Voilà, mais en attendant, donc je laisse la parole à Julien et à Marie, et je vous remercie à nouveau d'être ici ce soir avec nous. Marie, le micro, c'est moi qui l'ai. Est-ce que ça marche? Oui. Déjà, merci d'être là, vraiment. Et merci Julien de m'avoir invité ce soir. Bon, on va commencer par les remerciements, voilà. alors. Bah ouais, c'est important. Ouais, moi je pense que c'est important aussi. Déjà, je suis très honoré aussi que Franck m'ait fait cette proposition à la Fondation Ricard. Donc c'est un cycle qui commence là, qu'on inaugure aujourd'hui, et je suis hyper ravi évidemment qu'on inaugure avec Marie, dont je suis le travail depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de correspondance entre le travail de Marie et ce que je voudrais qu'on explore à travers ce cycle, à la fois avec des plasticiens qui ont un lien avec une pratique sonore d'une manière ou d'une autre, ou à la fois des gens qui gravitent aussi autour des scènes musicales un peu d'avant-garde ou un peu expérimentales, et à travers lesquelles aussi des artistes souvent ont des pratiques un petit peu polyvalentes. Et le travail de Marie s'inscrit évidemment à la jonction du cinéma, de la musique aussi, parce qu'il y a beaucoup question de musiciens dans ces films, de portraits de musiciens. Et puis aussi son travail très particulier en tant que cinéaste plasticienne, c'est-à-dire avec une approche du film qui lui est propre, qui lui est vraiment singulière, et qui est héritée de toute une on va dire, je sais pas, presque une famille de cinéastes et d'artistes issus de la scène un peu underground new-yorkaise, dont tu as été un personnage clé aussi parmi toutes ces personnalités que tu as côtoyées depuis 25 ans. Alors on va faire une petite présentation quand même pour récapituler un petit peu, sans faire une biographie exhaustive, mais dire que tu as commencé le cinéma avec ta première Bolex, la caméra, ta caméra fétiche, si je me trompe pas, hein, tu me coupes si je me trompe. Donc tu as commencé tes études aux Beaux-Arts à New York, même si tu avais entamé un peu des études littéraires en France, et puis tu t'es exilé à New York pour faire tes études aux Beaux-Arts, et c'est là un petit peu que pour finir les études que j'ai jamais finies, pour finir dans les Beaux-Arts, dans la peinture. Dans la peinture. Ouais. Donc tu avais une pratique aussi de plastique au départ, de peintre. Et donc il y a tout ce parcours, qui est même pas un parcours, c'était vraiment ta ville de prédilection, New York, où tu as été pendant 25 ans. Pendant 25 ans, où tu as été une contributrice au même titre que tous les gens que tu filmes, dans une espèce de synergie aussi de gens qui te sont proches et dont on va parler un petit peu ce soir, et aussi ta manière de fonctionner avec la caméra et avec le son. Voilà. On peut dire que tu as fait énormément de films, mais tous n'ont pas tous bénéficié d'une diffusion large en salle. Beaucoup de gens t'ont découvert avec un film qui s'appelle The Ballad of Genesis and Lady J,
qui était un portrait très intime d'un artiste qui a compté énormément dans la musique comme dans l'art, comme dans la performance, qui est Genesis P. Orridge, qui était le fondateur de Throbbing Gristle et l'un des créateurs de la musique dite industrielle. Et donc, je pense que c'est une date clé, enfin c'est en 2011, parce que c'est ton vrai premier film qui a pu toucher un public un petit peu... C'est le premier long aussi. C'est le premier long, voilà. C'est le premier film qui a été montré en festival, alors que j'en faisais déjà depuis des années, mais c'était tout autoproduit pendant que je travaillais à plein temps. Donc c'est vrai que c'est un cinéma qui n'a existé que... dans un certain milieu, dans des cafés, à l'anthologie Film Archive, enfin voilà, pas du tout dans un circuit produit. Et je connaissais rien du monde ni de la production, ni des festivals, ni tout ça. Et que la balade a été montrée à la Berlinale et a déclenché des prix. Et d'un seul coup, même si j'étais à New York encore au bureau, le film a été vu. Et c'était la première fois qu'il a été exposé. Et ça a été vraiment qu'en 2015, quand je suis arrivée en France, à Paris, en Europe, pour la première fois, que j'ai commencé à montrer en fait mes films et qu'ils ont donc été découverts en fait. Oui, et donc on peut aussi faire une association entre ton travail de programmatrice aussi à New York, si tu veux en parler aussi, puisque tu as aussi travaillé pour l'Alliance française en tant que programmatrice de films plutôt expérimentaux, mais pas que, une programmation assez riche, assez large. C'était un peu ton boulot à New York aussi. Ouais, pendant longtemps, c'était dans des ciné-clubs assez expérimentaux que j'adorais, qui étaient dans Brooklyn, qui n'est plus du tout le même Brooklyn, qui était le derrière des cinéma Ocularis, qui a été pendant 10 ans un lieu où j'ai vraiment rencontré un nombre clé de personnes qui sont devenues des amis et qui, de ces amitiés, sont nées des films, des collaborations et des longues amitiés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a projetée, en fait, qui m'a amenée vers la musique aussi, qui m'a amenée vers le cinéma. Et donc peut-être de pouvoir aussi faire des films alors que je ne savais pas que je pouvais me le permettre quelque part. Et de ça aussi, je me cachais derrière la programmation. Et j'ai eu mon premier job pendant 13 ans à l'Alliance française à diriger la programmation du cinéma, qui était que des films langue française, plus pas expé en fait, assez grand public, plus traditionnel. Mais bon, j'essayais toujours de sortir des... Il y avait une énorme compétition à New York. J'étais en face du MoMA, du Lincoln Center, de tous les grands cinémas. Donc j'essayais de faire ce que les autres ne voulaient pas ou n'avaient oublié ou que je pouvais montrer, et d'inventer aussi des programmes où je pouvais inventer des gens qui sortaient du cinéma pour présenter des films aussi. C'était aussi dans ma... Tony Conrad, des musiciens à venir présenter, parce qu'ils ont tous les artistes ont quelque chose à dire sur l'image en mouvement, ou sur le cinéma, sur la musique, par un autre biais qui m'intéresse souvent plus. Voilà. Donc ça a été ça ça m'a beaucoup appris aussi à présenter les autres, à mettre en relation les autres, à archiver l'histoire d'un cinéma, à voir la ville aussi changer, New York, pendant tant d'années. Donc ça a été une grande formation en fait pour penser aussi... pour me cacher aussi. C'est intéressant que tu parles de Tony Conrad, puisqu'on va y venir très vite. J'aimerais aussi qu'on parle peut-être de cette généalogie de ton cinéma, puisque c'est lié aussi à ces rencontres en permanence. Il n'y a pas de préméditation des films d'une manière comme les films industriels, même si certains sont évidemment très construits et pensés et réfléchis. Mais il y a aussi un geste spontané de suivre la vie, un peu comme Jonas Mekas pouvait le faire, d'une proximité de gens qui sont des personnalités, de fortes personnalités, et il se trouve que la plupart sont des artistes, mais pas que, qui sont des artistes souvent liés à la musique, au son. Au son, ouais. Mais dans tes films, on retrouve aussi j'aime pas dire la patte, mais quelque chose qui est un peu l'héritage de Jack Smith, des frères Cuchard, que le grand public ne connaît pas toujours, mais qui sont des espèces de pionniers d'un certain cinéma expérimental, mais qui jouaient quand même avec des codes. Très américains, parce qu'il n'y a pas l'équivalent en France, c'était vraiment lié à la performance. Une sorte de célébration de la famille d'amis en déguisement, presque en travestissement, une sorte de façon de s'accaparer aussi une ville comme New York et de performer
et d'en faire avec un amour profond du cinéma dans tous les sens. Parce que souvent, quand on dit cinéma expérimental, c'est un peu le mot, comme le mot poubelle, ça veut dire le truc où c'est un peu expé, on ne sait pas comment le nommer, donc on ne sait pas ce que c'est. Et je pense que toujours, pour moi, c'est compliqué. Je me souviens, justement, tu nommais Jonas Mekas qui disait « des films, c'est des films ». Et c'est vrai que ça m'avait donné courage aussi, parce que souvent on dirait « ah, toi, tu fais des films expé, quoi ». Et c'est une dénomination que je trouve compliquée parce que il y a tellement de niveaux de... on est à la Fondation Ricard, il y a des œuvres Cogitor, il y a des gens qui viennent justement de tellement de choses qui pourraient être appelées expérimentales, mais qui sont dans un contexte ou de musée, ou de galerie, ou de biennale, ou de cinéma. Et je trouve que d'une façon ou d'une autre, c'est des expérimentations. Et c'est vrai que ça vient de là plutôt. Alors après, je pense que c'est vachement new-yorkais ce que tu évoques, dans le sens d'un certain cadre d'humour, un héritage d'un certain humour, que si on parle du cinéma expérimental français, beaucoup plus lié à quelque chose de... Comment on dit forme d'austérité ou de... Ouais, sans être mauvais du tout, mais dans le sens d'être plus constructiviste, plus intellectuel. Donc c'est d'un pays à l'autre aussi, le ton me convenait beaucoup là-bas. Dans ça, j'ai trouvé ma place en tout cas dans cet endroit qui mélangeait les médiums sans se poser la question de les séparer ou de les hiérarchiser, ou d'avoir des petits boulots à côté et en même temps faire et de la musique et être acteur et jouer au théâtre pour Richard Foreman et faire des décors et en même temps faire des films. C'était pas l'école qui donnait le label lié au film, d'où je me suis jamais posé la question sur faire des films en fait. C'était quelque chose par le son. Je pense que dans le son, il y a quelque chose de magique et je pense qu'on l'a tous d'une façon ou d'une autre, par le rejet ou par l'amour. Mais le son, pour moi, c'est la chose la plus primaire du corps. Quand il y a un son, quand il y a un concert ou quand il y a une chanson ou la voix de quelqu'un, c'est quelque chose qui émeut ou qui crispe, ou en tout cas, ça crée physiquement instantanément quelque chose. Faire des films, ça prend des années, c'est du montage, on s'arrache la tête, on fait des emails, on doit porter le matos, c'est ingrat quoi. Des fois ils prennent même pas vie quoi. Et le son ou la chanson ou même jouer un instrument comme ça dans la rue, c'est tellement magique, c'est instantané. C'est immédiat. C'est immédiat. Et je crois que c'est ça qui m'a accroché, c'est que par le son, il y avait tout de suite l'imaginaire. Et l'imaginaire de l'émotion en fait, qu'elle soit même irritante. Et souvent les gens que je pense que j'ai filmés étaient irritants. Ça m'a cassé les oreilles. Mais j'adorais ça parce qu'il y avait une façon de penser le son. Et donc d'approcher la musique par la pensée du son. Et donc une envie, pour moi, qui était timide, qui suis toujours... Se mettre derrière la caméra, c'est aussi ma façon de parler aux autres, ou dans une sorte de langage. Et se cacher derrière la caméra, c'était aussi s'approcher des gens que j'aime et donc du son. Et d'arriver à comprendre comment on rend du son à l'image et comment on peut l'imaginer différemment aussi que ce qu'on pense entendre ou ce qu'on voit devant soi, un concert ou même dans la rue ou un bruitage ou autre, quoi. Je pense que le son, c'est ça qui m'a amené directement... Aussi, on n'a pas besoin de parler beaucoup quand on ressent. C'est pas mal peut-être d'en reparler. Alors, on parle des personnalités que tu as côtoyées, mais c'est aussi presque des portraits qui témoignent aussi de l'amour que tu as pour ces personnes ou d'une amitié très très forte, qui sont pas du tout de l'ordre du documentaire ou du portrait qui serait convenu avec une interview, etc. C'est plutôt comment tu rentres dans une intimité qui n'est pas non plus voyeuriste du tout, mais qui est plutôt dans cette grâce de l'amitié et de l'amour que tu partages et de moments vraiment très très particuliers. Et il se trouve que, comme on parle évidemment ce soir essentiellement de tes liens au son et à la musique, on va peut-être commencer par une rencontre qui a été vraiment décisive, c'est celle de Tony Conrad. On va voir l'extrait et après je parle un tout petit peu, je présenterai un peu qui est Tony Conrad, qui est un personnage extraordinaire. C'était un de mes premiers films en 2008, je l'ai fini. On l'a fait pendant 5 ans avec Tony. Et t'expliqueras qui c'est, mais c'était vraiment mon plus grand ami, je peux le dire vraiment de loin.
Et je crois que cet extrait, donc vous allez voir, c'est dans Buffalo, là où il habitait, il enseignait, dans le Nord, assez austère, et dans un froid absolu. Et c'est à quelle année? C'est 2006 quand j'ai filmé ça. 1 minute. Good. It's not like I enjoyed playing it. It was a nightmare, actually, and because the thing really never sounded anything like interesting or good. It's almost impossible to get all of the notes right in this fucking piece. I just do the best I can, but oh, it always makes me cry when I make these notes all wrong and I have to go back and try again. Voilà, Tony. Peut-être je dis 2 mots sur Tony Conrad pour le contextualiser, situer un petit peu. Alors, c'est une figure incroyable. Sans lui, le Velvet Underground n'aurait pas existé. Alors le nom même de... Bon, tout le monde connaît le groupe de Lou Reed, Sterling Morrison, John Cale. Il se trouve que la première mouture de ce groupe, dont faisait partie John Cale et un autre compositeur qui s'appelait Lamonte Young, grand compositeur de musique minimaliste, avec sa compagne Marion Zazzila. Et c'était une époque assez performative de la musique dans les années 60 à New York. Et Tony Conrad, qui était violoniste, plutôt d'obédience. Enfin, il était dans une recherche aussi performative du violon, mais c'est surtout avec le violon, il cherchait trouver un spectre sonore immense en jouant une seule note. Et donc, il n'était pas du tout dans la mélodie, mais plutôt sur les tonalités, et sur des tonalités qui sont parfois dissonantes, mais c'est chercher quelque chose comme des strates de son ou d'harmoniques traits qui ne sont pas les unes après les autres, mais qui sont toutes stratifiées dans une seule et même note. Enfin, je ne sais pas si je résume bien. On appelle le drone music. La drone music. La musique éternelle, c'est une note qui est, ouais, comme tu dis, il avait des micro-contacts qu'il mettait sur ses violons. Et donc, ça enregistrait le son du violon d'une certaine façon qu'il appliquait des couches sur le son pour que ça devienne une amplitude du son comme un drone, quelque chose qui envahit comme un bourdon l'esprit, la tête, tu l'as très bien dit. Mais oui, c'est une musique de timbre et pas de mélodie. Voilà. Complètement. Et je crois que la première fois que j'ai rencontré Tony, je l'ai invité au ciné-club et ça parle de cinéma et de son. Ce que j'ai adoré, c'est que je lui ai demandé, je lui avais écrit, on m'avait dit, je pense que c'est quelqu'un que tu devrais inviter, t'aimerais bien. Voilà, je connaissais pas. Et il a débarqué, je l'avais invité, il est venu avec un petit balochon comme ça sur le dos. Et il avait dans le balochon une bobine, un bout de film 35 mm. Et il avait un archer de violon. Et toute la soirée, ça a été Tony qui s'est assis par terre devant le public. Et en fait, il a scotché un bout du film autour de son pied, l'autre sur son épaule, et il a joué du violon sur le film. Et c'était génial et complètement dément. Et la rencontre a été fulgurante parce qu'après, on a fait beaucoup de choses ensemble pendant des années. Mais j'ai vu aussi quelqu'un, il vient des mathématiques, c'était un très très grand mathématicien. Donc tout le monde pensait que c'était quelqu'un d'extrêmement sobre, intellectuel et tout, alors que c'était aussi un très très grand dévergondé. Blagueur. Un blagueur, quelqu'un qui avait une joie de vivre, mais sans fin, et qui adorait enseigner, qui a enseigné jusqu'à sa mort, alors qu'il était soi-disant à la retraite, qui inventait tout le temps des systèmes de comment on peut filmer, comment on peut fabriquer le son, comment on peut bidouiller le son pour lui donner une autre vie, une autre pensée. Il faisait des instruments de musique avec des assiettes en plastique, avec des cordes sur lesquelles il construisait des instruments.
tout était complètement fou. Il mettait des violons avec des moteurs pour que ça joue tout seul. Il jetait des balles et la balle retentissait, ça créait une autre musique. Il était très ouvert à l'expérimentation, mais aussi à tout ce qui était un peu de mon niveau, dans le sens qu'on n'avait pas d'argent. Donc faire aussi avec les moyens du bord. Tout ce qui était les poubelles, c'était son régal. Et la poubelle était magique. Et ça allait pareil pour le cinéma. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de films, dont les films, ça m'a beaucoup appris. C'est-à-dire que comme il avait inventé ce qu'on appelait le cinéma du flicker, qui était une image noire, une image blanche. Et quand c'est projeté avec une certaine cadence, ça crée de la musique visuellement. Et on est en transe et on peut même avoir des crises d'épilepsie. Et j'ai compris qu'en fait, il était compositeur musical aussi à travers le cinéma et que ça m'avait aussi vraiment déclenché une idée de en fait, il y a 1000 façons de penser le son et l'image et composer le son. Et que ça peut être hyper dur pour les oreilles aussi, très, très asynchrone. Et c'est cette beauté-là, quand elle est amplifiée ou quand elle est tordue, qui amène une sonorité dans l'idée du son et l'image qui, moi, m'a embarqué ailleurs. Et effectivement, juste pour revenir sur son groupe, en tout cas le collectif qu'il avait fait avec John Cale et Lamonte Young et Marion Zazzila et Angus MacLise qui faisait lui-même des films, qui était donc, comme je disais, un peu une sorte de Velvet Underground pré-Velvet. Et il se trouve que c'est lui qui a trouvé je sais que lui, il n'aime pas trop être affilié à cette époque. Enfin, il veut plus trop. Enfin, il ne voulait plus sa musique, parce qu'on lui a un petit peu effectivement volé. Il avait chez lui, il avait ramené chez lui un magazine SM qu'il avait trouvé dans un caniveau qui s'appelait The Velvet Underground. L'histoire est assez connue, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas que c'était chez lui en fait. C'est vraiment Lou Reed et John Cale qui ont vu ce magazine traîner chez lui et qui ont dit si on s'appelait The Velvet Underground, et c'était un petit peu lui qui a donné l'impulsion. Sauf qu'après le Velvet Underground s'est fait sans lui. Et je pense qu'il en a toujours gardé une espèce pas d'aigreur, mais il a préféré. Lui, il voulait pas commercialiser, il voulait toujours expérimenter, changer à chaque fois ce qu'il devait faire. Oui, mais c'est un modèle d'intégrité aussi. Et il était très éthique avec sa façon d'être et de vivre qui, moi, m'a beaucoup parlé aussi et qui continue à l'être. Vraiment. Et donc, ces liens aussi avec le cinéma, effectivement, toute la branche de cinéma qu'on pourrait appeler structuraliste avec Michael Snow, en fait, c'est Paul vraiment Charitz. Des musiciens qui enseignaient le cinéma. Donc c'est aussi beau parce que moi je viens de la peinture et j'ai été vers le cinéma. Enfin, personne n'avait fait la bonne école et tout le monde faisait autre chose et en même temps tout se croisait, quoi. Et ça, je trouvais ça merveilleux parce que tout le monde se donnait quelque chose ou s'entraidait avec toujours cette chose d'expérimentation. Et par rapport au cinéma, c'est vrai qu'il n'y avait pas toute la chaîne que je découvre aujourd'hui, avec beauté aussi, la production, l'étalonnage, le montage, tout ce qui va avec la fabrication d'un film qui peut être, qui a été loin, et je vous en verrai un, mais qui est aussi une autre façon plus brute et plus crue d'approcher aussi les médiums et de les tordre aussi. Et d'approcher aussi quelque chose du cœur intime de la création chez les personnes que tu filmes aussi. Parce qu'on ne les voit jamais finalement il y a eu des documentaires, pas sur Tony Conrad, enfin je crois pas. Il y en a un qui est super, mais qui est fait avec beaucoup d'archives aussi. Parce qu'il y a le film sur le Velvet qui commence avec le son de violon. Il y a un très beau film de Tyler Tubby, où je suis dedans d'ailleurs, j'avais oublié, mais et qui a des super anecdotes sur comment il inventait des micros. Il avait fait une tour de micro sur un caddie qui trimballait dans New York pour enregistrer à 360 degrés le son dans la rue pour ensuite fabriquer un film et une bande sonore analogue pour fabriquer un film. Enfin, c'était toujours dans l'invention du son et de l'image, quoi. Et pour poursuivre là-dessus, justement, sur ton approche du son, en fait, ce qui est marrant, c'est que toi, tu n'as jamais pratiqué réellement le son en tant que musicienne ou tu n'as jamais pratiqué. J'aurais adoré, vraiment. Ouais. Il est peut-être jamais trop tard, mais on ne peut pas tout faire. Ouais. Mais je sens que s'il y a un endroit où la musique peut se faire pour moi, modestement, c'est vraiment dans la fabrication du montage sonore et de l'orchestration de comment les sons s'agencent quand on est au montage ou quand on est même dans la pensée du personnage que je filme. C'est qu'est-ce qui les entoure, qu'est-ce qui peut être imaginé par rapport à la personne qui n'est pas du tout dans leur vie, mais qui, moi, me parle de son par rapport à eux. Donc moi, je vais aller faire des bruits, je vais faire du bruitage, je vais inventer des sons. Qu'est-ce qui est aussi entoure cette personne, quelle est la collection de musique qu'ils ont,
quelle est la collection de vinyles qu'ils ont, quels sont les sons qu'ils écoutent, quels sont les sons qu'ils font répétitivement sans le savoir, quelle est la tonalité de leur voix, et aussi comme je filme non synchro, l'image sans le son, parce que la Bolex n'enregistre pas le son. Donc je fais des interviews. Post-synchro. Voilà. Donc il y a un collage et c'est à travers, je pense, le montage, le cut-up, le collage, quelque part, qui est vraiment tactile, que la musique vient pour moi. Ouais. Et on voit cette approche aussi chez les musiciens, le fameux cut-up, ou moi ce que je trouve... ce que tu racontes, en fait, c'est comme si tu ne faisais pas des films sur la musique, mais des films musicaux. Moi, je pense tes films, quand je les vois, comme des objets presque sonores, mais des objets aussi avec un rythme, avec une façon de monter et une façon de les appréhender qui est comme se laisser emporter dans une musique. J'en avais vraiment pas conscience avant de travailler en France, et pour la première fois avec Aëlle Dalier-Vega qui est là, une superbe monteuse qui est vraiment remarquable sur tous les niveaux, et j'ai fait mon premier montage de film avec Cassandro D'Exetico, je vous montrerai un extrait, et qui a amené la richesse du montage que je n'avais pas tout seul, mais qui m'a permis de penser aussi que le son et l'image étaient une façon de penser aussi, enfin qui m'a permis avec le temps de donner des mots à tout ça aussi, et que le montage de l'image, de l'histoire, etc., il y avait des moments où justement c'était très bon, on dit t'es tellement peint que tu coupes des trucs comme ça, alors que on peut pas trop faire ça, quoi. Je dis si, enlève tout ça, on recolle, c'est super. Et en général, ça marche. Et donc, il y a un rythme qui a été créé qui est assez brutal, en fait, et qui vient de mon rythme physique, de façon de tourner, de façon de penser. Et je pense que le mélange des deux et la rencontre avec Aëlle et du montage, vraiment, d'image, a apporté une richesse. Et c'est là que j'ai pensé vraiment le son différemment et que j'ai pu enrichir, je pense, le son. Parce que vous verrez 2 films sur lesquels on a travaillé, le Félix Cubine. Et là, le son, il a pris... j'ai fait des progrès, quoi. D'ailleurs, on peut regarder ce petit extrait avec Félix. Alors là, on resitue aussi le musicien Félix Cubine, qui est un musicien allemand. Contrôle L. Je ne sais plus de quand date le film. C'est ton 3e long métrage, si je ne m'abuse. Et je parlerai de Félix un petit peu après. Peut-être si tu nous trouves l'extrait en question. C'est le début de sur sa méthode lui aussi. Quelque part, c'est un bon lien avec Tony Conrad parce que c'est aussi un. Wir sind hier in Zvolen. Das ist ziemlich genau in der Mitte von Slowakien, in einer Art Versuchslabor, Versuchsanstalt, wo wir verschiedene Experimente mit Mikrofonen durchführen werden, die zum Teil sicherlich auch zur endgültigen Vernichtung der Mikrofone führen werden, zum Teil aber auch einfach nur Belastungstests sind. Experiment number 1, feeding a microphone to a dog, to a Slovakian dog. Der Hund schleckt, beißt den schwarzen Knochen, beißt den Super 8 Knochen. Ronny, Mampf, Mampf, willst du mal versuchen? Ronny, das schmeckt lecker. Der Hund weigert sich, in das Mikrofon zu beißen. Vielleicht erinnert es ihn zu wenig an einen Knochen. We're now moving the microphone into an old Brötchen in order to make it more tasty. So, das Mikrofon ist ein Brötchen. Dadurch wird es hoffentlich ein bisschen interessanter für ihn. Ja, der Hund beißt in das Brötchen. Ja. Was wir gerade hören, sind die Beiß- und Lutschgeräusche, die Beiß- und Leckgeräusche des Hundes. Ich frage jetzt den Hundebesitzer, hast du noch eine Idee, wie ich das Mikrofon attraktiv machen könnte für den Hund? Naja, ein Schnitzel einwickeln wahrscheinlich. Irgendwas, was in einem runterschlingen würde, bloß dann würde das Mikrofon ja mit runterschlingen. Also, keine gute Idee. Nee. Was wäre denn jetzt? No.
Ihr seid mir gerade zu aggro. Ja, nochmal. Ouais, il y a un deuxième extrait un peu plus tard où là, le micro est dans une baignoire. Est dans une baignoire. Et c'est pas là où il prend feu. Non, si tu veux, il y a aussi Prend feu, parce qu'en fait, ce que je trouvais vraiment génial avec Félix, c'est que donc c'est un compositeur. Peut-être que c'est toi qui. Ouais. Enfin, tu peux le présenter aussi, hein, qui fait une sorte de pop synthétique, enfin d'électropop ou de musique concrète, mélanger tout ça dans une sorte de personnage aussi qui s'est fabriqué et qui est un peu à la fois héritier de Kraftwerk mais avec beaucoup d'humour et beaucoup d'humour pince sans rire aussi. Qui est vraiment génial, quoi. Qui est comme Tony Conrad, parce que c'est des génies de la composition, des machines, de la logique interne de la musique elle-même, de la structure même de la musique, tout en étant hyper déconneur, en fait, quoi. Ouais, ouvert à toute expérimentation. Et c'est vrai que, quelque part, je trouve que c'est le bon lien, c'est que ce qu'il voulait, Félix, c'est aussi comment on arrive à filmer le son. C'est-à-dire que lui, il avait un disque à faire qui était sur la mort des micros, la destruction des micros. Et il m'a dit, Marie, il faut que tu arrives à filmer, imager comment on va filmer la mort des micros, une expérimentation après l'autre. Ah oui, c'était financé ou sponsorisé par les marques de micros. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir au moins de la péloche pour filmer cette partie-là. C'est génial, être payé pour détruire des micros. Pour détruire des micros, j'ai trouvé ça génial. On était au milieu des champs en Slovaquie, nulle part. Et c'est vrai qu'il fallait penser comment le son et le micro pouvaient être filmés d'une façon performative, donc pour être aussi comprise visuellement dans un film, quoi. Et donc c'est là qu'on a travaillé ensemble sur comment visualiser. Son idée de donner un micro au chien, j'étais trop partante. Mais il y avait toute une série, brûler les micros, traîner des micros derrière des voitures, jeter des micros dans l'eau. On a fait vraiment beaucoup de choses, et comment le filmer, c'était pas facile en fait, parce que d'abord c'est très rapide, un micro qui s'écrase ou qui s'explose, on le voit pas quand on jette, donc il faut vraiment penser comment on filme visuellement l'expérimentation, et aussi comment on rend le son de l'expérimentation. Est-ce qu'on rend le son qui est extérieur qu'on enregistre, ou est-ce que c'est le son même du micro qui est balancé ou qui est à l'intérieur de l'eau? Et donc on a fait un petit mélange des deux, parce qu'il y a parfois où il était mort le micro, et en fait c'était impossible à retraduire pour le cinéma, quoi. Mais c'était vraiment génial de penser comment filmer le son et la destruction. Et on a fait une série, c'est un film où il y a plein de moments de cinéma musical, mais c'était expérimentation. Je trouve que c'était une bonne façon de penser comment filmer le son, en tout cas. Tu veux nous montrer peut-être la baignoire, la fameuse scène de la baignoire. Im Namen des Vaters, nein, im Namen der Sonne, des Mondes und des flüssigen Geistes. Amen. Nach der Selbsttaufe werde ich jetzt den Urschrei meiner Geburt ausstoßen. Ich zitiere ein kurzes Gedicht von Bertolt Brecht. Er barg in Augen, le poème est pas mal, sanft und schön, einen wüsten Fluch.
Ihm hing vom zerfransten Knopfloch obszön eine weiße Nelke mit nem Leichenruch. Trug stets einen feinen grauen Anzug, verflucht elegant. Er gab nur Frauen, er gab nur Tieren und Kindern seine blanke Hand. Voilà une image parfaite. Oui, c'est parfait. Ouais, donc pour revenir aussi au travail du son, enfin là, en l'occurrence, sur ces extraits-là, la bande son, en fait, est celle qui est prise en direct, même si tu l'as post-synchronisée. Oui. Là, là, ça a été un travail de retrouver comment synchroniser de la haute certains couture, passages là, pour trouver et pas d'autres. Ouais. Et de trouver un angle où on voit pas le visage quand c'est pas synchro pour que on reste dans l'émotion du son. Ouais. Alors qu'à l'inverse, dans certains de tes films, enfin, c'est pas à l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt selon les séquences en fait. Mais il y a des séquences qui sont plus oniriques ou en tout cas, mais qui retracent quelque chose de la personnalité, mais avec des sons que toi tu inscris sur les images et qui ne sont pas du tout ceux qui les environnent au moment où tu filmes. Donc c'est ce dont on avait évoqué un petit peu tout à l'heure, ta construction un peu de désynchronisation de l'image et du son. Et j'aimerais bien peut-être t'entendre un petit peu sur cette manière de fonctionner. Ouais, je crois que j'ai vraiment pensé à ça sans le savoir quand je travaillais au théâtre pour faire des décors pour Richard Foreman, un metteur en scène de théâtre qui m'a beaucoup marqué et qui en fait était dans la salle devant les acteurs avec le public et il était assis là et il contrôlait tout le son. Et en fait, il avait des manettes et c'est lui qui augmentait le son de la pièce et qui contrôlait donc la molleté ou l'animation des acteurs pour donner l'impulsion de tout. C'était vraiment un marionnettiste. Et en fait, quand j'étais allée chez lui, j'avais vu des murs entiers de cassettes, et de tout, des sons qu'il enregistrait, de l'horloge à un marteau qui casse, à quelqu'un qui crie à côté, à quelqu'un qui est aux toilettes, et qui faisait un collage sonore qui habitait les pièces. Et comme j'ai travaillé vraiment 1 an tous les jours pour lui, la pièce m'est restée comme un brouhaha, un collage sonore. Et en plus, il était vraiment dans le contrôle total de la fabrique du son. Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, c'est marrant parce que c'est une façon, comme j'avais fait un film sur lui avec Richard, j'avais des images mais j'avais rien enregistré parce qu'il était tellement timide qu'il voulait presque pas parler. Donc j'avais pas beaucoup de sons à faire. Et donc c'est là que je m'étais dit, bah, si je collage autant que lui, puisqu'il n'y a rien de synchro, et c'était le début de commencer à monter en me disant, bah, il n'y a jamais rien de synchro de toute façon, dans ma façon de faire, puisque je filme seule, je transporte pas, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas quelqu'un avec le son, il n'y a pas un mixeur, il n'y a pas tout ça. Donc être seule et filmer et être proche de la personne et de rester proche de la personne, c'est plus facile pour moi et pour la personne souvent quand on fait pas le son en même temps, parce qu'il y a une sorte de timidité qui s'installe, je trouve, souvent quand on filme l'image et le son ensemble. Et le fait de désynchroniser ce rapport à l'autre faisait que ça me donnait aussi une liberté totale sur le montage sonore et donc l'habitation du monde sonore qui habite le film, en fait, la personne. Et c'est là que j'ai commencé à voir aussi que ces gens avaient que je filmais, les amis autour collectionnaient des vinyles, mais qui étaient des vinyles parfois particuliers, des sonothèques de sons d'oiseaux, des concours de paix. Il y avait des vinyles incroyables, quoi. Oui, vraiment, des disques de bruitage, des disques de bruitage ou des choses qui étaient insensées, le bruit de l'abeille qui fredonne ou l'amour de l'abeille, des choses auxquelles j'avais jamais pensé, en fait. Et j'ai commencé aussi à penser ça et à accumuler des enregistrements, des choses que j'entendais, que j'aimais beaucoup, dans une sorte de petit dossier magique et précieux qui est archivé, en fait, et
qui est vraiment mal archivé, c'est un gros bordel, mais dans lequel il y a une sonorité qui me parle en tout cas, et qui permet, et encore aujourd'hui, et elle s'agrandit parce qu'aujourd'hui j'ai découvert aussi le bruitage, donc qui est Foley's Art, de faire créer des sons pour, voilà, et il y a des sonothèques entières, mais les faire soi-même, c'est pour moi plus intéressant aussi quelque part de mélanger les deux. Parce qu'on peut créer des sons de... Si on fait un bruit pour un pas, eh ben, c'est pas en faisant un pas, faire un pas à quelqu'un que le son du pas m'intéresse vraiment. Par contre, un chat qui va boire du lait, si on enregistre ça, le son, et qu'on met une petite réverb, ça fait un son de pas absolument génial pour moi. Donc c'est ça que j'utilise plutôt que le pas d'une personne. Si Cassandro il est en train de fumer un calibi indien, la fumée en soi, fumer c'est pas très intéressant d'aller chercher une sonothèque de cigarette. C'est assez plat, commun. quoi. Donc scratcher un vinyle qui tourne, qui fait un autre son, ça m'intéresse plus. Ou quand on dit les mouvements des vêtements, bah, en fait c'est pas si... représentatif du non, mais si par exemple je casse du sucre par terre, ça m'intéresse plus comme son sur les vêtements, comme son d'étoffe, voilà. Et je me dis que chaque personne en fait ça m'amuse, c'est presque un jeu de penser cette personne elle est faite de sucre, cette personne est-ce qu'elle est acide, est-ce qu'elle est édulcorée, est-ce qu'elle est rose, est-ce qu'elle est bleue, est-ce qu'elle est verte. Et en fait chaque personne pour moi a toute une palette de couleurs et de sons. Et c'est beaucoup plus intéressant et un plus grand jeu pour moi de m'amuser au collage sonore, après à reconstruire et à inventer de façon discrète. Parfois, c'est presque inaudible, mais par contre, on le sent en fait dans le cinéma, dans les projections. Quand un son est bien fait, souvent on s'en souvient pas. Ou alors ça choque et là on s'en souvient et c'est bien aussi. Mais c'est quelque chose qui m'habite en tout cas tout le temps, d'essayer de... C'est une sorte de jeu, de palette de jeu quoi en tout cas. Et c'est vrai que c'est venu très vite par l'idée de la désynchronisation, de la liberté et aussi de ne pas avoir appris quoi en fait. On retrouve ça même chez Godard, enfin chez les derniers Godard, mais même dans les années 80-90, il y a beaucoup de films qui créent une désynchronisation comme ça avec un montage très abrupt avec je connaissais mal en fait gamine et j'ai découvert beaucoup plus tard. Moi aussi. Mais même le livre d'images, la manière de coller, etc. Je cite Godard, mais il y en a plein en fait. Il y a Albert Serra aussi qui travaille avec des désynchronisations, etc. Donc, ça vient des marques de fabrique en fait aussi pour Godard. C'est vraiment on n'oublie pas la bande sonore, on peut même l'écouter sans l'image. Mais d'ailleurs, puisque tu en as parlé, Cassandro, donc je rappelle quand même Cassandro The Exotico, c'est un des longs métrages de Marie, où elle a suivi un catcheur queer dans toute une partie de sa vie et de ses combats, mais pas que. Et peut-être on va voir cette séquence-là où justement, tu t'en parlais exactement ce que tu décrivais sur la façon dont tu as bruité l'image.
Si tu veux. Un passage, mais en tout cas, il n'y avait rien, il n'y avait pas de son, et donc tout a été complètement fabriqué avec des couches et des couches et des couches de son qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit. Et aucun des sons qu'on entend n'est présent. Enfin, il n'y a aucun des sons que tu as enregistrés au moment des séquences. Ouais. Et ce jeu-là, il est complètement fabriqué. Et c'est vrai que c'est un des documentaires, en tout cas, qui est le plus peut-être linéaire ou structuré que j'ai fait classique. Ouais. Grâce à la rencontre avec elle, quand même beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pu aussi m'amuser dans quelque chose de plus documentaire, d'aller vraiment dans l'expérience sonore, pour moi en tout cas, derrière, être fabriqué en tout cas comme ça. Et mais cela dit, il y a les sons percussifs tout de même si c'est pas ce... Ça me rappelle, en fait, là en le voyant, je pense tout de suite à... Je sais pas si tu connais, mais il y a un disque de Michael Snow qui s'appelle The Last LP, qui est un faux disque de musique ethnographique. Oui, c'est complètement fake, mais il le présente exactement. Tu vois ce disque qui est absolument génial. Et en fait, c'est un faux disque d'une tribu. Il se moque un petit peu de l'ethnographie, justement, et de côté colonial, de certaines formes d'ethnographie. Et il a complètement fait un fake avec des sons, mais ça me faisait penser un petit peu à ça, parce qu'il y a tous les clichés, les archétypes enfin pas là, mais je veux dire dans le disque de la musique rituelle, alors qu'il a tout fait chez lui avec 3 fois rien et des fausses percussions. Cuillères et des machins. Ouais, voilà. C'est très drôle. Voilà, ça me faisait penser à ça. Mais oui, cette manière de fabriquer au moment du montage le son, c'est quelque chose... c'est un peu comme si la caméra a été à la fois ton instrument de musique, mais le banc de montage, comme aussi certains musiciens en studio qui font beaucoup de collages aussi, et que le mix final devient presque... Même les Beatles faisaient ça, enfin, ou les Beach Boys, là je parle de pop très très connu, mais c'est effectivement ça, des strates et des couches de son, et comment on joue avec en les superposant les unes aux autres. C'est vrai que parfois j'aimerais bien être un peu plus silencieuse dans mon travail, mais j'y arrive pas. Je sais pas, il y a de l'énergie, quoi. Et il faut toujours trouver la vague, je trouve, hein, en tout cas, autant dans la construction sonore que visuelle, qui est comme la respiration, on monte, on descend, on s'arrête, on ne veut pas. C'est de la danse contemporaine quand même. Donc c'est arriver à trouver cette énergie puis la casser. Et j'aime beaucoup qu'il y ait cette idée de cassure en fait dans le son, cassure dans l'image. Ça c'est quelque chose qui de deux opposés complets. Ça a été une vraie rencontre justement avec Jen, parce que j'ai compris que l'osmose entre le cut-ups, quoi, en fait, du découpage inattendu, qui pour moi est naturel, mais peut-être pas pour tout le monde dans un langage sonore ou visuel, de couper, quoi. Ouais. Et c'est aussi... Ça fait mal, quoi, parfois. Ouais, mais parlons justement de cette fabrication de quelque chose qui est à la fois artificiel et qui crée une dissonance, et à la fois d'être dans une forme de saisir des éléments. Parce que quand tu fais ces films, ces portraits-là restent comme aussi des témoignages, enfin comme le cinéma en général, l'objet premier du cinéma, c'est de conserver des moments, c'est conserver une mémoire aussi de ces personnes dans leurs aspects qui n'est pas souvent documenté par justement ce qui est appelé documentaire. Et donc il y a un rapport à la fois au réel très prégnant, parce que dans le réel le plus intime, qui est presque comme des films qu'on tournerait entre amis, et à la fois une sophistication extrême du montage, du son. Et j'aime beaucoup ce rapport-là entre l'artifice et le réel, qui est aussi la base du cinéma camp, enfin, où le réel est peut-être planqué quelque part, mais où des personnalités vont imiter un glamour qui est celui d'Hollywood, ou quelque chose qui est complètement inatteignable à l'endroit d'où on vient. C'est un peu, je pense, au cinéma de John Waters quand tu penses à ça, parce que c'est un amoureux pour le coup comme les frères Kuchar ou les gens avec qui j'ai vraiment habité, vécu, partagé. C'est l'amour d'un cinéma. Moi, je suis pas partie à New York pour rien. J'étais folle du cinéma américain sur plein d'aspects. Et la musique, il y a quelque chose là-dedans, comme les comédies musicales, qui me parlent profondément, qu'on chante la vie, qu'on danse la vie. Il y a un vrai rapport entre le son et la danse aussi,
qui d'un seul coup nous émeut comme un endroit de réalité où on se retrouve aussi, alors que c'est hyper artificiel. Et pourtant, ça touche à quelque chose de très vrai. Oui. Et c'est là qu'on est complètement happé par l'objet d'art, quoi, en fait. Oui, et qui est presque, finalement, là-dedans, on retrouve peut-être plus de vie que dans des films qui cherchent à reproduire de manière naturaliste la vie en essayant de faire une... Bah, tu vois, quand tu dis ça, je pense, tu m'avais dit, on parlait d'un concert, par exemple. Comme souvent, j'ai pas mal filmé des musiciens. J'ai découvert assez vite qu'il y avait les tournées. Et les tournées, on est dans un bus et on mange des sandwichs, c'est pas très reluisant. Et il y a le backstage et il faut plier le matos et on dort mal et c'est comme ça le lendemain et c'est comme ça le jour d'après. Moi qui avais une idée hyper rock'n'roll, genre c'est super, bah, la première tournée que j'ai faite avec Genesis, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas trop à filmer en fait. Et que comment filmer un concert, en fait, quand un concert dure par exemple 2 heures, avec Genesis, souvent c'était long, et comment filmer une semaine de tournée, donc 8 jours d'affilée, avec 2 heures de concert par jour, avec tout ce que ça représente de filmer un groupe musical, et comment on peut filmer ça avec juste peu de bobines, donc des bobines c'est 3 minutes, et comment on peut monter ça pour que ça parle de tout ça asynchro, mais que pourtant on sente la même énergie ou les moments qui en tout cas moi m'ont marqué en choisissant une seule musique, alors qu'il y a eu au moins 40 chansons dans la semaine en 2 minutes quoi, ou 3 minutes. Et pour moi ça a été un vrai régal aussi de trouver que je pouvais faire ce que je voulais en fait, et c'était ça qui m'excitait quoi. Donc peut-être que je monte ça. Bah justement j'allais te lancer là-dessus, tu as anticipé. Un concert, donc, c'est l'extrait de Psychic TV ou c'est ça? C'est pas grave, tu laisses ça.
ça continue. Désolé, on pourrait regarder un extrait un peu plus long, mais c'est parce qu'il nous reste peu de temps et j'avais envie d'aborder deux, trois petites choses encore. Enfin là, ça résume bien effectivement comment on peut condenser le temps. Enfin, il y a une semaine de tournée, c'est ça, tu disais 10 jours. 10 jours, voilà, 10 jours qui sont fragmentés comme ça, avec aussi ce jeu sur l'accélération, la décélération, et avec par contre le son qui effectivement continue, crée un rythme continu. Je me posais la question aussi, donc quand tu filmes, tu as filmé également Alan Vega, mais pas en tournée, juste quelques moments de concert. À quel moment il y a une... parce que c'est des personnes que tu connais bien sûr avant, à l'exception de Peaches dont on va parler pour finir, mais c'est des personnes avec qui tu noues des liens très, très proches. À quel moment il y a quelque chose qui se laisse aller, ou est-ce que c'est dès le départ, ou est-ce que parfois toi-même tu sens que c'est pas le bon moment, ou comment ça s'opère, en tout cas la complicité, parce qu'on sent toujours une proximité joyeuse et complice, même dans les moments difficiles, on sent quand même qu'il y a une vraie émotion commune. C'est vraiment un travail de durée, parce que je pense jamais je vais faire un film sur un tel ou un tel. C'est une rencontre d'amitié qui fait que aussi on est tous dans le mouvement. En fait, créer, c'est aussi bouger, quoi. Et on est tous tout le temps. Moi, j'aime bien, je sais pas, passer des vacances. Dans la valise, il y a de l'aquarelle, il y a de la terre, il y a un truc à faire, et donc à créer avec les amis aussi, faire des sessions de photos déguisées, c'est toujours dans ce mouvement, donc on est déjà dans la création aussi, et c'est l'amitié qui fait que d'un seul coup, on prend la caméra pour filmer l'autre et partager du temps, et que ça devient un film. Et c'est vrai qu'il y a un moment, quand je sens que c'est juste, il y a un pacte qui est pas dit, mais qui est fait, où la personne ouvre la porte à quelque chose qui devient une collaboration. Et peu importe le temps, ce film, il a pris 7 ans à se faire. Cassandro, il a pris 7 ans à se faire. Félix, il a pris 5 ans à se faire. Ça prend du temps, et je pense que comme il n'y a pas pour beaucoup, il n'y avait pas aucune production, il n'y a pas une attente aussi c'est pas la même attente, la même optique, et puis le temps raconte aussi beaucoup le cinéma aussi sur des portraits. Oui, et puis du fait que tu n'aies pas d'équipe et que tu aies juste ta petite caméra créée. Il y a une intimité, quelque chose où je pense que c'est une autre relation qui crée l'ouverture entre l'image et la personne qui va être le sujet du film. Et jusqu'ici, c'est vrai que je le sens, c'est l'instinct quand ça marche pas ou quand c'est pas juste. Et c'est presque naturel même d'avoir envie de filmer quand c'est juste. C'est ma façon à moi d'être liée à l'autre aussi. C'est l'endroit où je me sens le plus juste, en tout cas. Même quand la caméra tombe ou le son est mal enregistré, il y a quelque chose où il y a un rapport à l'autre, parce que c'est un moment aussi où on est dans l'action, dans la création. Oui, c'est les accidents qui fabriquent la vie aussi. Il y a de l'expérimentation. Et peut-être plus aujourd'hui qu'avant, je trouve que ce qui est beau et le rapport au son, je vois aussi beaucoup que des musiciens, ce qui est merveilleux, et j'apprends de plus en plus, c'est les gestes, en fait, comment filmer, puisque je bouge beaucoup, et la musique donne aussi, il y a une sorte de chorégraphie dans le tournage, et de moi et de mon corps et celui de l'autre, et que la musique provoque aussi. Je sens qu'aujourd'hui, j'ai encore plus envie de m'approcher du geste, parce que c'est merveilleux. Même Félix, quand il est DJ et qu'il touche 1000 boutons, autant que ça peut être vraiment embêtant de regarder quelqu'un qui touche à un ordinateur, autant le geste des boutons, de l'impulsion que ça donne, la gymnastique, en fait, ce que ça provoque sur le visage, sur les pieds, sur ce qui se passe dans le corps quand les instruments et quand les musiciens sont attachés à leur instrument, c'est quelque chose qui est une autre danse qui m'intéresse beaucoup à filmer, pour en donner ensuite au son encore autre chose. Mais il y a aussi ce geste-là qui est musical pour moi.
Et même au-delà de filmer dans la réalité, là qu'on vient de voir, une réalité quotidienne. Mais là, sur les derniers plans, ce qu'on voit là à l'image, et que tu montres aussi dans une installation en ce moment au Macval, où il y a des petits fragments comme ça qui sont des pures mises en scène, des effets de méta, enfin je sais pas comment dire, où tu mets en scène aussi les musiciens. Comme un tableau vivant. Voilà, mais avec des accessoires qui ont quelque chose, pour moi, qui est assez proche de l'enfance, enfin, dans une innocence de « Ah, on va se déguiser, on va... voilà, avec ce petit décor en carton-pâte, de ce côté qui t'appartient, vraiment, dans cette manière. Je pense que c'est l'endroit où je me sens aussi à apporter à l'autre une sorte de playground, de terrain de jeu est ouvert pour l'autre, pour aussi se confier et jouer avec moi. Et souvent, dans ces moments-là, il y a des choses hyper belles et intimes qui se passent, qui est prise en fait à l'image et qui donne autre chose et qui ouvre des portes parfois. Le jeu, l'humour, le côté aussi, même quand on a l'air ridicule, apporte quelque chose d'autre au tournage, en tout cas, et à la relation. Parce que tout a l'air très sérieux de l'extérieur, mais pas du tout en fait à l'intérieur. Et je sais pas trop être trop sérieuse non plus quand on approche des sujets aussi sérieux parfois. Sur tes films avec les frères Cuchard par exemple, où on voit que vous marrez vraiment ensemble. Mais c'est difficile l'humour en France parfois d'en parler aussi, parce que il y a quelque chose dans l'humour où souvent on n'est pas pris au sérieux parce qu'il y a le côté humour. Il n'y a rien de plus sérieux que l'humour. Ben ouais, mais c'est pas toujours très bien compris. Je trouve que c'est quelque chose qui bute, où on peut prendre les œuvres comme quelque chose de plus léger, de moins... Voilà. Alors qu'en fait, c'est très dur d'approcher l'humour, de trouver qu'il soit juste aussi. Voilà. C'est pas une rigolade, souvent c'est dur en fait, l'humour. Mais ça fait partie du jeu pour trouver la musicalité, en tout cas pour moi. Et peut-être pour terminer, même si j'aimerais pouvoir parler encore, mais les gens pourront rester peut-être un temps bois un verre si vous avez des questions. Il y a juste, j'aimerais qu'on parle de tes films en cours, parce qu'il y en a plusieurs, et de l'exposition que tu prépares. Enfin, c'est pas du tout le quart d'heure promo, c'est juste pour parler de Peaches, parce que ça fait très longtemps que tu tournes un film sur elle, mais qui a commencé il y a très longtemps, en 2006. Ouais, en 2006. Et on est en 2023 et il a eu une grande histoire, et là je regarde les rushs avec Aël qui vient de partir, et ça m'a fait un truc, parce que je me sens bien ailleurs aujourd'hui, et c'est un film qui m'a échappé, qu'on m'a volé, que j'ai récupéré, qu'on a arrêté, que j'étais pas sûre que je voulais faire, et je sens qu'il y a une résistance dans les images justement de la relation qu'on a en tout cas, et comment filmer la musique qui est pas du tout passée de la même façon. Et donc, je suis aujourd'hui je me suis dit, je peux pas le laisser sur l'étagère. Il a eu tellement d'affres, ce film. Après 17 ans, je vais en faire quelque chose. Et c'est un vrai challenge, parce que je suis plus la même aujourd'hui. J'aime pas trop aussi non plus repartir tellement d'années en arrière. Et en même temps, ça retrace vraiment un moment où j'ai vécu à New York longtemps et je suis partie. Il y a toute cette histoire dans le film aussi. Et c'est le début, quoi. Donc, je sais pas très bien comment l'approcher. Ça m'en a rendu malade, d'ailleurs, le dérochage. Mais c'est une partie éprouvante, en fait, d'approcher les films, de savoir s'ils ont une vie ou pas, en tout cas. Mais c'est marrant, parce que tous les films que tu fais sur les autres, c'est aussi des films sur toi, sur ta propre vie, à travers Non, mais quelque part, parce que tu partages, c'est des moments que tu as partagé. Donc, il y a un effet miroir de tes films qui reflètent ta propre vie aussi, quelque part. C'est vrai, ouais. Et là, je vois des rushs où j'ai 10 ans de moins, et c'est pas facile, quoi. Peut-être qu'on peut voir cette sorte de... Tu veux voir ce clip, ou tu veux que je sais pas, tu nous disais... finisse là-dessus, comme ça je te dis juste les D'accord, deux autres films. Peut-être on finira là-dessus sur cet extrait. Peut-être parler aussi du film sur les Residents, donc puisqu'on... The Residents, c'est un groupe, je préfère que tu présentes, parce que je suis nulle pour parler des groupes, moi.
The Residents, comment décrire ce groupe qui existe depuis fin des années 70 à San Francisco, qui ont été anonymes durant toute leur carrière. Ce n'est que très récemment qu'ils ont... Personne ne sait qui c'est. Personne ne sait, mais récemment, il y a eu quand même... voilà, ils se sont un petit peu démasqués. Je suis obligée de dire ça. Mais peu importe finalement, parce que d'ailleurs, il y a eu toutes sortes de spéculations bizarres. Au début, on a même dit c'est les Beatles masqués. Enfin, voilà, il y a des spéculations complètement hasardeuses. C'est un groupe qui était assez hérité d'un certain esprit de la fin des années 70. C'est avant le début de la musique industrielle, mais déjà il y a ces sons synthétiques et un petit peu primitifs, et en même temps il y a cet héritage de Captain Beefheart, de Frank Zappa, de la musique un petit peu 60s, un petit peu barrée, ils se revendiquent underground, un peu psychédélique, et qui ont fabriqué cette entité qui s'appelle The Residents, et ils faisaient des shows très théâtralisés qui quelque part on retrouve dans tes films un peu cette trace là. Il y a le théâtre, voilà, il y a quelque chose assez théâtral où ils étaient avec des chapeaux haute forme et des gros globes oculaires. Tout le monde a dû déjà voir ça. Ils révèlent jamais leur identité. Voilà. Et ils ont fait énormément de disques et de productions aussi audiovisuelles. Enfin, à l'époque, c'était les CD-ROM et tout ça. Enfin, voilà, ils ont toujours été très au summum de la technologie, quelque part. Ils sont passés à l'œil du cyclone, etc. Mais enfin, voilà, c'est un groupe très mystérieux. Et là, pour le coup, c'est pas dire que c'est un groupe culte, ça l'est vraiment, au sens presque d'un culte. Et c'est super dur à filmer, puisque c'est anonyme. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de filmer les visages, et pour moi les visages c'est vraiment le lieu de l'émotion, et c'est presque tout le temps dans la fiction, donc j'ai vraiment être démasqué, et les démasquer sans être perdu que dans la fantaisie, c'est extrêmement difficile en fait pour moi. Donc il y a la voix bien sûr, parce que la voix ça va être peut-être le rapport le plus proche pour moi au film, par le son. Mais je peux pas mettre un public devant une feuille noire pendant un écran noir pendant 1 heure. Donc il y a beaucoup d'inventions, et c'est un début quoi. Je cherche vraiment le film quoi. Bon, on a hâte de voir ça en tout cas. On pourra voir, donc là en ce moment on peut voir au Macval, donc une de tes installations, de tes films installations, avec tout le petit attirail, le petit dispositif pour le coup, installation presque... Les boîtes à films. Voilà, les boîtes à films, et dont on retrouve d'ailleurs Janis Purich et Félix Kubin dans ces boîtes. Et puis il y a cette exposition au mois de juin à la Galerie Anne Barrault. Voilà. Le 10 juin. Et on verra aussi tes dessins, puisqu'il y a aussi... Et la céramique, j'innove dans les caméras molles. Je savais pas que tu t'es lancée dans la céramique. Je fais des caméras molles. Et toutes les caméras et tous les outils que j'utilise, les péloches et tout ça, j'ai décidé de les faire en céramique. Super. Donc... Très envie de voir ça. C'est à partir de quand ? C'est le 10 juin. Le 10 juin. Bon, on viendra à ton vernissage. Merci. Et on peut se quitter avec le petit trailer de Peaches, qui s'appellera comment le titre définitif? Je l'avais trouvé il y a 15 ans en mangeant un banana split, et ça s'appelle Peaches Goes Bananas. Eh ben parfait. Alors. Et si jamais vous avez des questions après, on pourra faire un petit tour. Girls and boys, they want it all. Lay back and make the call. You make that flip, yeah, really quick. And keep it so slow it's sick. You gotta shake your dicks and your tits. I'll be me and you be you. Shake your dicks and shake your tits. And let me be you too. Shake your dicks, shake your tits. Shake your dicks, shake your tits. Shake your dicks, shake your tits. Shake your dicks, shake your tits, shake your dicks. My skin is brown, brown, and my manner is tough. I'll kill the first mother I see. My life has been too rough. I'm awfully bitter these days, 'cause my
Et donc c'est cette chanson de Nina Simone. En fait, c'est juste c'est cette chanson de Nina Simone qu'on entend à la fin, qui s'appelle Peaches, et d'où elle tire son nom de scène. Voilà, bah merci Marie. Si quelqu'un s'il y a des questions, quelqu'un veut poser une question. Sinon, on va boire un coup. Je pense que c'est pas mal. Je crois que c'est du Ricard. Bon, merci Marie et merci à tout le monde d'être venu. Merci à la Fondation. À très bientôt. On se retrouve au mois de mai pour ce festival.